Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du successeur de Vespasien, Titus. Alors comme vous le voyez dans le titre, il n'a pas régné très longtemps, 2 ans, 2 mois et 20 jours pour être exact. Il n'y a donc pas énormément de choses à dire sur lui, mais au cours de son règne, Rome a été frappée par plusieurs catastrophes, et du coup ça va être l'occasion de développer ces catastrophes, enfin surtout une en particulier. Mais quand même, commençons par parler de Titus. Titus Flavius Vespasianus, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'à la naissance il porte le même nom que son père, est né le 30 décembre 39, probablement à Rome. Et là je suis content parce que ça ne va pas être compliqué. Titus n'est pas le cousin du fils de la belle-sœur de truc de machin, non. Titus est le fils de Vespasien et de Domitilla. Point. C'est simple, c'est carré, c'est agréable. Si vous voulez plus d'informations sur les parents de Titus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Vespasien. Mais si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà vue, parce que Titus n'est pas franchement l'empereur le plus connu. Titus reçoit une très bonne éducation. Vespasien étant entré dans les bonnes grâces de l'empereur Claude, Titus est éduqué à sa cour et reçoit la même éducation que Britannicus, le fils de l'empereur Claude. Marchant dans les traces de son père, Titus l'accompagne dans toutes ses missions et devient tribun militaire en 56 ou 57, à l'âge de 17 ou 18 ans. Cela lui permet de faire ses premières armes en Germanie puis en Bretagne. Questeur en 65, il est ensuite nommé de 66 à 69 légat de la 15e Légion Apollinaris sous les ordres de son père. En 69-70, Vespasien lui confie la difficile mission de mettre fin à la révolte de Judée. Il s'acquitte de cette tâche dans le sang, puisque le temple et une partie de la ville de Jérusalem sont brûlés et un tiers de la population juive aurait péri. Flavius Joseph, acteur de cette guerre et témoin des événements, nous raconte d'ailleurs le siège de Jérusalem. La faim les encourageait à tenter des sorties, mais le sort qui les attendait, s'ils réussissaient à se dissimuler, était de tomber aux mains des ennemis. Fouettés et soumis, avant le supplice aux traitements les plus cruels, ils étaient crucifiés par les Romains en face du rempart. Aux yeux de Titus, il est vrai, ces souffrances infligées chaque jour à 500 prisonniers et quelquefois plus encore, paraissaient dignes de pitié. Mais il trouvait peu sûr de renvoyer des gens qui avaient été pris par la force. Il ne mit donc le plus souvent aucun empêchement au supplice de la croix, espérant peut-être que les Juifs, à ce spectacle, feraient leur soumission par crainte de subir un traitement pareil s'ils ne capitulaient pas. La multitude des victimes était si grande que l'espace manquait pour les croix et les croix pour les corps. Malgré l'horreur de cette guerre, cette victoire lui permet de célébrer le triomphe à Rome en juin 71 aux côtés de son père, ce qui lui octroie une grande popularité. À partir de ce moment, Vespasien l'associe au gouvernement de l'Empire et lui octroie la puissance tribunicienne et un imperium proconsulaire. Il exerce la censure en 73-74 avec son père, il est 7 fois consul entre 70 et 79 et est préfet du prétoire de 71 à 79. Autant vous dire qu'il est parfaitement préparé à succéder à son père, mais un doute demeure concernant son comportement et ses mœurs. Quand Titus succède à son père le 24 juin 79, sa cote de popularité auprès du peuple et de l'armée est énorme. Mais les sénateurs et l'aristocratie émettent quelques réserves à son égard, et ce pour plusieurs raisons. Après la mort de Britannicus en 55, Titus reste à la cour de Néron et va montrer des goûts et un comportement similaires à ceux du tyran. Amateur d'orgie, il développe un goût pour la cruauté, la débauche, l'intolérance et la rapacité. Beaucoup craignent que Titus ne devienne un nouveau Néron. En plus de cela, ses relations amoureuses inquiètent, même si ses 2 premiers mariages sont plutôt classiques. Il épouse d'abord la fille d'un chevalier romain, Arecina Tertulla, qui lui donne une fille, Julia Flavia. Après la mort de son épouse, Titus se remarie en 63 avec Marcia Furnilla, mais celle-ci tombe en disgrâce en 65 et Titus doit la répudier. Ensemble, ils ont une fille qui meurt en bas âge. En 67, alors qu'il mène les troupes en Judée, il fait la rencontre de Bérénice, une princesse juive dont il tombe éperdument amoureux.
Cette liaison va durer et même s'intensifier au point qu'en 75, un mariage entre les deux amants est quasi certain. Mais cette relation dérange, déjà parce que Bérénice a 11 ans de plus que Titus, mais surtout parce qu'elle est l'arrière-petite-fille d'Hérode le Grand, et que beaucoup voient à travers elle le spectre de Cléopâtre, et craignent qu'elle ne corrompe l'esprit de Titus. Même s'il n'existe aucune véritable règle concernant le mariage des princes, contrairement aux monarques des époques médiévales, modernes ou contemporaines, les empereurs romains n'épousent jamais de princesses étrangères. Octave, quand il était en conflit avec Marc-Antoine, avait joué la carte du Romain vertueux face à son rival ramolli par une princesse étrangère. Par la suite, les Flaviens se revendiquent du modèle augustéen et l'histoire de Marc-Antoine et de Cléopâtre est connue de tous. En plus, le complexe de supériorité des Romains rend très difficile toute ouverture vers l'extérieur. Bref, beaucoup craignent que le mariage de Titus avec une princesse étrangère affaiblisse le pouvoir impérial et perçoivent même cette union comme contre nature. Tout ce que je viens de vous dire fait que la classe dirigeante craint réellement que Titus ne devienne un nouveau Néron et agisse en despote loin des valeurs romaines. Mais cette crainte est rapidement balayée. Dès qu'il arrive au pouvoir, Titus se sépare de Bérénice et la renvoie en Judée. Il s'emploie ensuite à être un prince idéal, tant dans ses méthodes de gouvernement qu'auprès de ses sujets. Rapidement, il se débarrasse de tous les défauts qu'on lui connaissait. Il se montre aussi clément en refusant de poursuivre des personnes qui auraient comploté contre lui et fait preuve de piété en divinisant Britannicus, le fils de Claude. Et il semble que ce changement de comportement ait été réellement sincère, car ces nouvelles valeurs vont perdurer jusqu'à la fin du court règne de Titus. Et lors des différentes crises qu'il va devoir affronter, il va pouvoir faire preuve de sa bonté. Le règne de Titus commence donc sous les meilleurs auspices, mais cela va rapidement se compliquer, pour des raisons totalement indépendantes de la volonté de l'empereur ou des Romains. Le premier événement marquant de son règne est l'éruption du Vésuve, probablement survenue le 24 août 79, soit 2 mois après l'accession au pouvoir de Titus. Si l'on en croit Strabon, les savants romains connaissaient la nature volcanique du Vésuve, et ce, avant l'éruption de 79. Mais cette connaissance semblait se limiter au milieu savant, car visiblement, les habitants de Pompéi et d'Herculanum n'ont pas pressenti la dangerosité de la montagne, ou du moins, ils l'ont sous-estimée et ignorée. Ainsi, les activités humaines, notamment viticoles, se sont développées jusqu'au pied du volcan. Le Vésuve avait d'ailleurs un aspect différent de celui qu'on lui connaît aujourd'hui et était recouvert de verdure. Pourtant, plusieurs signes avant-coureurs annonçaient le désastre. De nombreux tremblements de terre se sont fait ressentir dans les années qui ont précédé l'éruption, dont un particulièrement violent en 62. Mais les Pompéiens n'ont pas fait le rapprochement avec l'activité du volcan. Certains patriciens ont bien quitté la ville, mais c'est parce qu'ils en avaient marre de réparer leur villa après chaque tremblement de terre. La plupart des citoyens de Pompéi sont restés sur place et les traces archéologiques nous montrent d'ailleurs qu'ils réparaient avec acharnement tous les dommages causés par les tremblements de terre. Personne n'avait anticipé la catastrophe à venir. Le 24 août, Pline le Jeune, alors âgé de 18 ans, se trouve à Mycène, un cap situé à 35 km de Pompéi par voie maritime. Il accompagne son oncle, Pline l'Ancien, qui commande la flotte de la mer Tyrrhénienne et qui est donc stationné à Mycène. Pline l'Ancien, qui d'ailleurs mobilise sa flotte pour porter secours aux Romains piégés par l'éruption, mais trouve la mort sur les plages de Stabi, à 16 km du Vésuve, asphyxié par l'air saturé de cendres. Grâce aux témoignages de Pline le Jeune et aux recherches archéologiques, on connaît avec précision le déroulé des événements. À Herculanum, dans la matinée du 24 août, la situation est déjà désespérée. Du côté de Pompéi, on sait que des peintres qui travaillaient depuis l'aube sont brutalement interrompus vers 9 ou 10 heures. Ce sont d'abord de violentes secousses sismiques qui se font ressentir. À 13 heures, le bouchon qui obstrue la cheminée de magma volcanique du Vésuve explose. Une énorme masse de gaz, de cendres, de roches et surtout de lapilli est projetée dans l'air à une vitesse d'environ 100 mètres par seconde, jusqu'à une hauteur de 30 km. Ces matériaux, poussés par le vent, vont ensuite retomber sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. En quelques heures,
Pompéi est recouverte d'une masse de ces pierres ponces qui s'accumulent sur plus d'1,30 m de hauteur. La colonne qui s'élevait du volcan sur près de 30 km de hauteur finit par s'effondrer sur elle-même, se précipitant à très grande vitesse vers le sol. À 15 h, Herculanum est entièrement recouverte de débris volcaniques. À Pompéi, les lapillis continuent à se déposer sur 1 mètre de hauteur supplémentaire. Si ces roches sont trop petites pour tuer un homme, leur accumulation sur des toits d'habitation provoque l'effondrement des toitures. Couplé aux secousses sismiques, cela a déjà provoqué la mort de nombreuses personnes. Dans la nuit du 24 au 25 août, de très nombreux tremblements de terre de magnitude 4 à 5 se font ressentir dans toute la région. Des fissures commencent à s'ouvrir sur les flancs du volcan dès qu'elles sortent des flammes et des matériaux incandescents. À l'aube du 25 août, la phase la plus terrible de l'éruption commence, condamnant tous ceux qui étaient encore présents à Pompéi. C'est l'arrivée des nuées ardentes. Des avalanches de gaz, de cendres et de matériaux solides coulent à très grande vitesse comme un déluge de fluide le long des flancs du volcan. 3 flux successifs s'abattent alors sur Pompéi. Le premier ne cause pas trop de dommages, mais les 2 autres sont dévastateurs. Imaginez une nuée noire trouée de flammes et d'explosions s'abattant sur la ville à une vitesse de 65 à 80 km/h. Cela vous donne une idée de l'apocalypse qui s'abat sur la ville ce jour-là. Cette nuée incendie tous les bâtiments et tue toutes les personnes encore présentes dans la ville. La cendre adhérant comme un gant au corps des malheureux a parfaitement conservé leurs traits et la position dans laquelle ils sont morts. Les archéologues n'ont eu qu'à injecter un ciment liquide dans ces moules. De nombreux corps ont ainsi été retrouvés, figés dans des positions désespérées. Au total, on a retrouvé 1049 corps à Pompéi. On estime que 394 d'entre eux sont morts le 24 août lors de la première phase de l'éruption, tués par l'effondrement de bâtiments. Les 655 autres corps retrouvés ont été tués le matin du 25 août lors de la deuxième phase de l'éruption, entre 7h30 et 8h du matin, surpris par les nuées ardentes. On estime à environ 3000 le nombre total de victimes, la plupart ayant été tuées à Pompéi et à Herculanum, les 2 villes les plus peuplées. Ces 2 cités seront d'ailleurs totalement laissées à l'abandon jusqu'aux premières fouilles archéologiques au XVIIIe siècle. L'éruption du Vésuve va permettre à Titus de prouver qu'il veut vraiment être un bon prince. Pour cela, il n'hésite pas à manifester son soutien aux sinistrés et à débloquer de fortes sommes d'argent pour leur venir en aide. Mais les malheurs ne sont pas terminés. Quelques mois plus tard, un violent incendie ravage la ville de Rome, comparable à celui qui avait déjà touché la ville en 64. Là encore, Titus débloque des fonds pour venir en aide à la population et pour reconstruire rapidement les bâtiments détruits, quitte à mettre en danger l'équilibre budgétaire de l'État. Ces mesures humanitaires lui valent rapidement la sympathie du peuple, surtout qu'en 80, il inaugure le Colisée, le plus grand amphithéâtre jamais construit dans l'Empire. Et il ne fait pas les choses à moitié, puisqu'il organise à cette occasion des jeux somptueux qui durent 100 jours et qui resteront gravés dans les mémoires. Avez-vous vu déjà quelque chose comme ça? Je ne savais pas que les hommes pouvaient construire de telles choses. Mais ce répit est de courte durée car peu de temps après, une épidémie de peste touche la ville de Rome tuant des milliers de personnes. Là encore, Titus se montre à la hauteur et agit en prince idéal. Il intervient personnellement pour venir en aide aux malades et soutenir la population. En 81, la cote de popularité de Titus est énorme et il est apprécié de tous. Tous sauf peut-être son frère qui le jalouse. En effet, Domitien ne possède ni le charisme ni le prestige gagné au combat par Titus. Mais même en sachant la jalousie de son frère, il refuse de l'expulser de la cour et le nomme même officiellement comme son héritier et successeur. Malheureusement, Titus connaît une fin prématurée et meurt le 13 septembre 81. Les causes de sa mort sont inconnues car toutes les sources nous donnent des versions différentes. Suétone nous parle d'une fièvre et Philostrate avance l'hypothèse d'un empoisonnement. Dion Cassius, lui, attribue la responsabilité de la mort de l'empereur à Domitien, qui aurait soit empoisonné son frère, soit l'aurait laissé mourir en refusant de lui donner des soins.
Certaines sources avancent également qu'il aurait contracté la peste en portant secours aux malades lors de l'épidémie. Le Talmud de Babylone fait même de la mort de Titus un châtiment divin. Ce qui n'est pas surprenant quand on sait les actions militaires que Titus a menées contre les Juifs et contre Jérusalem. Quoi qu'il en soit, un deuil unanime est proclamé et tout le monde pleure ce prince idéal parti trop tôt. Il est rapidement divinisé par le Sénat à la demande de son frère et successeur, Domitien. Titus, avant de devenir empereur, semblait être un débauché cruel. Mais en accédant au principat, son comportement a totalement changé et il a tout fait pour être le prince idéal. Et il semble que ce changement ait vraiment été sincère. C'est en tout cas ce que nous montrent les sources et les actes de l'empereur. Même si sur un règne aussi court, c'est toujours difficile de juger. En tout cas, la cote de popularité de Titus était énorme au point que le peuple le surnommait le délice du genre humain. Suétone lui prête les mots diem perdidi, j'ai perdu ma journée, que Titus aurait prononcé en terminant une journée au cours de laquelle il n'aurait apporté aucun bienfait particulier. La postérité littéraire de l'empereur a encore augmenté sa cote de popularité après sa mort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir mon travail. Comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu changé de format par rapport aux autres épisodes. Le règne de Titus étant très court, il n'y avait pas grand chose à dire, donc je me suis permis de développer un petit peu l'éruption du Vésuve. J'espère que ça vous a plu, d'ailleurs dites-le moi en commentaire. Et puis nous on se retrouve donc pour un prochain épisode sur Domitien et peut-être une autre vidéo sur un autre sujet avant, je ne sais pas encore. En tout cas, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.